Tiens, et la greffière se met là, tu peux te mettre. Je vous invite à reprendre vos places. Nous allons donc débuter ce procès d'assises qui va être joué par les acteurs qui ont l'habitude de ce métier-là, puisque les avocats sont des vrais avocats, les magistrats sont des vrais avocats. La greffière, c'est la greffière de la cour d'assises. Normalement, vous êtes de l'autre côté, pardon pour l'organisation. Alors non, le procureur qui sera joué par un procureur. Donc chaque professionnel en fait va jouer son rôle. Et donc je leur cède tout de suite la place. Je vous demande simplement du silence et on va débuter dans les minutes qui suivent. Merci de votre compréhension. On y va pour la cour. Oui. On y va. La cour. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Les gens se lèvent, c'est énorme. Est-ce que celui-là marche? Oui, celui-là fonctionne. Ça marche, oui, ça marche. Donc, garde, faites rentrer l'accusé. Je pense que l'accusé est parmi nous. Approchez, faites-le rentrer. Bonjour, veuillez vous lever s'il vous plaît. Veuillez nous préciser vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile s'il vous plaît. Louville. Oui. Victor, né le 22-10-79 à Nouméa. J'habite au 2 rue du Gosse, à Nouméa même. Et j'étais directeur de recherche et développement pour la société PME. Merci beaucoup. Donc, votre conseil aujourd'hui est Maître Marty, qui vous assiste, qui est à vos côtés. Alors, je vous indique dès à présent que vous avez le droit, dans le cadre de ce procès d'assises, de garder le silence ou de répondre aux questions qui vous seront posées par les parties. C'est le libre choix que vous avez. Donc, asseyez-vous. Je vous indique qu'on va procéder donc, au tirage au sort des jurés en charge de vous juger avec la Cour. Alors, on est censé aller un petit peu plus vite quand même ce soir que d'habitude. On a pris un peu de retard. Donc, j'indique, d'habitude, on fait l'appel des jurés qui sont dans la salle. On a 35 jurés à peu près dans la salle. On fait l'appel. Et les jurés peuvent demander des dispenses de siéger, notamment s'ils connaissent intimement ou s'ils sont parents ou alliés de l'accusé ou de la victime. Quand on connaît effectivement les personnes concernées par le procès, on ne peut pas évidemment siéger. Donc, les jurés nous demandent d'être dispensés et en général, on les dispense. Une fois qu'on a dispensé les jurés, on a une liste définitive que Madame le greffier, en général, va lire. Et ensuite, je place les jurés, les noms des jurés, les étiquettes avec les noms des jurés dans l'urne. Donc là, aujourd'hui, on a gagné du temps. Tous vos noms sont déjà dans l'urne. Voilà. Donc, on va donc procéder à ce tirage au sort. J'indique qu'il faut effectivement 20 jurés, normalement, en première instance. 23 en appel. Là, on est en premier degré, donc il nous faut 20 jurés. Voilà. Alors, la Cour se propose de prendre un juré supplémentaire pour la durée des débats. Pourquoi un juré supplémentaire? Ça permet effectivement, si l'un des jurés titulaires a un souci de santé ou un problème personnel grave, s'il doit s'absenter,
on prend le juré supplémentaire qui prend sa place. Alors, ça évite, si vous voulez, de reporter le procès, parce que sinon, on serait obligé de reporter le procès. Hein. Il faut que les jurés soient évidemment assistent au débat tout le long, du début jusqu'à la fin. Voilà, donc d'où ce juré supplémentaire. Donc on aura 6 jurés titulaires et 1 supplémentaire. Donc 7 jurés au total, avec nous 3. Par contre, le juré supplémentaire, particularité, il ne participe pas au débat. Il est taisant et il ne vote pas. Donc il est là, il vient avec nous, on verra une salle de délibéré, mais il ne participe pas au vote, ni à la discussion, ni au vote. Voilà. Alors, j'indique également, vous verrez que là, en premier degré, donc monsieur l'avocat général peut récuser, qui est là-bas, peut récuser 3 jurés, et l'avocat de la défense peut récuser 4 jurés. Hein, c'est le pouvoir de récusation qui est totalement discrétionnaire. Hein, on n'a pas de motif de récusation à donner. C'est ainsi. Voilà, on va donc procéder donc au tirage au sort. Alors, premier juré, Madame Robert Taina. Est-ce qu'elle est dans la salle? Voilà, donc vous vous levez pour que les parties puissent vous voir et vous récuser éventuellement. Donc vous n'êtes pas récusé, donc vous pouvez nous rejoindre. Donc vous venez à la droite de la cour. Alors particularité là aussi du jury ce soir, on a des mineurs dans la salle qui sont jurés. Normalement, une véritable cour d'assises, les mineurs ne peuvent pas être jurés. Bien évidemment, ce soir, on fait une exception avec certaines de nos jurés. Alors, le premier juré a un rôle tout particulier, c'est-à-dire que le premier juré signe la feuille de question et la feuille de motivation au terme des délibérés avec le président. Alors, vous voyez, on a une double signature des réponses données par la cour et le jury, le président et le premier juré. Et on le fait aussi travailler, en général, c'est lui qui dépouille. Voilà, c'est un petit peu le rôle particulier du premier juré. Voilà. Deuxième juré. Alors, Madame Garenne Laure. Madame Garenne Laure. Donc, vous pouvez également nous rejoindre. Voilà. Donc, venez du côté gauche. Donc, en principe, on a un huissier dans la cour d'assises qui s'occupe de placer tout le monde. Placer tout le monde. On alterne droite-gauche. Voilà. Troisième juré, Mademoiselle Migré Keona. Mademoiselle Migré Keona. Et sinon, je tire toujours les jurés au même endroit. J'y suis pour rien. C'est du hasard. Oh, d'accord. D'accord. Donc vous mettez à droite. Je vais essayer de mélanger un peu, parce que sinon je tire toujours au même endroit. Quatrième juré. Monsieur Charles Froger. Monsieur Charles Froger. Récusé, Monsieur le Président. Ah, vous êtes récusé par l'avocat de la défense. Désolé. Alors, autre juré, Madame Félicica Mati, ou Mathieu, je ne sais pas, Mati, Madame Félicica Mati, est-ce qu'elle est là? Oui, non, elle n'est pas là? Non, elle n'est pas restée parmi nous? Non? Bon, on va la mettre de côté, c'est ça qu'elle n'est pas là? Comment? Une amende. Voilà. Ouais. Les jurés, effectivement, qui ne comparaissent pas, peuvent se voir pour infliger une amende. Hein. Voilà. S'ils n'ont pas de motif légitime. Alors, Monsieur Albert Charly. Monsieur Albert Charly.
Je tairai son âge. Cinquième juré. Madame Lanier-Cléa. Madame Lanier-Cléa. Elle est également est une jeune lycéenne. Elle est peut-être qu'elle est partie, peut-être. Oui. D'accord. Évidemment. Alors, Madame Népère, Lise. Madame Népère, Lise. Non, elle n'est pas. Oui, Madame Népère. Sixième juré. Titulaire. Alors, Monsieur Lebert, Adrien. Monsieur Lebert, Adrien. 13 ans. Comment ça se fait qu'il y a tellement de monde que ça? Donc, le tirage au sort du jury supplémentaire. Jury supplémentaire. Alors, vous avez Carrier-Amandine. Carrier-Amandine. Elle n'est pas restée parmi nous, elle est peut-être partie. Carrier-Amandine, non, elle n'est pas là. Okay. Monsieur Pradel, Christopher. Récusé. Vous êtes récusé par monsieur l'avocat général. Non, vous êtes récusé. Eh non. Voilà. C'est toujours désagréable, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, Madame Motard, Janine. Parce qu'elle a un Motard. Voilà. Venez, madame. Vous n'êtes pas récusé, a priori, donc vous pouvez venir. Venez, madame. Venez. Non, voilà. Voilà, donc en principe, à ce stade de la procédure, je demande à Mme le greffier de donner lecture donc, du nom des jurés tirés au sort. Je vais le faire à sa place. Donc on a Mme Robert, Mme Garenne, Mme Miret, M. Albert, Mme Népère, M. Lebert, Adrien et Mme Motard, Janine. Voilà. Alors on poursuit la procédure d'assises. Donc je vais, Mesdames et Messieurs les jurés, je vais vous donner lecture de la formule de serment que vous allez devoir prêter. Préalablement, je vais vous demander de vouloir vous lever, bien vouloir vous lever. Donc vous levez tous les jurés, vous levez, c'est la procédure, pour entendre la formule de serment que vous allez devoir prêter. Donc voici la formule. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne jusqu'à votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme propre et libre, et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de vos fonctions. Donc vous le jurez, Madame Robert. Je le jure, oui. Vous levez la main, je le jure. Là, peu importe la main. Peu importe. Voilà. Madame Miret. Je le jure. Elle pardonne. J'ai oublié Madame Garet. Madame Garet. Ok. Après, Madame Miret. Madame Miret, vous l'avez déjà fait, je crois. Vous l'avez déjà. Voilà. Monsieur Albert. Je le jure. Okay. Madame Népère. Je le jure. Madame Népère. Monsieur Lebert. Je le jure. Madame Motard. Je le jure. Merci. La Cour vous donne acte de votre serment. Vous pouvez vous asseoir. Donc je déclare le jury est définitivement constitué. Les débats sont donc ouverts devant la cour d'assises. On n'a pas de demande de huis clos. On va rester donc en audience publique dans cette affaire. Alors d'habitude, là aussi, on a un huissier qui procède à l'appel des témoins et des experts qui sont cités dans le cadre du procès. Vous savez qu'on cite en général un certain nombre de témoins dans la cour d'assises et des experts. Alors dans ce dossier, on a comme témoin notre enquêteur qui a procédé à l'enquête, qu'on entendra tout à l'heure,
je crois. Et puis on a également, alors on entendra également la partie civile, hein, qui était l'otage qui n'a pas été, qui n'a pas subi de blessure, qui était toujours avec nous. Et puis comme expert, on a le docteur Schmitt, qui est un expert psychiatre, hein, qui sera entendu sur la personnalité de l'accusé. Voilà un petit peu les personnes, les témoins et les experts qui sont entendus. Donc on a dans ce procès des victimes. Je crois, maître, vous intervenez pour les parties civiles, si je ne me trompe pas. Vous nous précisez l'identité des parties civiles. Je crois qu'il y en a deux. Vous nous rappelez leur identité? Oui. D'accord. Merci. On vous note acte de votre constitution de deux parties civiles. Alors on va poursuivre les débats avec la lecture par le président du résumé un petit peu des faits de l'affaire. Ça permet d'approcher un petit peu les faits qui sont reprochés à l'accusé. Soyez attentifs à cette lecture qui ne sera pas très longue, je vous le promets. Donc il résume l'information, les faits suivants. Le mardi 3 novembre donc, 2020, le système informatique de la société CNF repérait une attaque informatique, donc un backdoor. L'alerte était aussitôt donnée et une cellule de crise était mise en place au sein de l'entreprise. Un dépôt de plainte était aussitôt déposé entre les mains de la police nationale. Une enquête de flagrance était immédiatement mise en œuvre. Les enquêteurs se rendaient sur place et procédaient aux premières investigations. Très vite, ils identifiaient le point d'entrée comme étant le poste informatique de Victor Nouville, un cadre de la société, et la perquisition effectuée dans son bureau permettait de trouver la clé USB incriminée. Au même moment, l'entretien disciplinaire de Victor Nouville, dans le cadre de son licenciement éventuel, avait lieu en présence d'un salarié d'entreprise, du directeur du personnel, M. Franck Vaux, et la directrice juridique, Mme Alexandra Poindimier. Se sentant dans l'impasse, il s'enfermait dans le bureau et prenait en otage les 3 membres du personnel. Malgré l'intervention de négociateurs du RAID, il s'enfermait dans ses positions, perdait pied et poignardait le directeur du personnel en plein cœur avec un coup de papier, entraînant la mort immédiate de celui-ci, malgré l'intervention des secours. La directrice du service juridique, en ce qui la concerne, était libérée saine et sauve. Le prévenu était immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Les investigations se poursuivaient avec notamment une perquisition à son domicile qui s'avérait fructueuse dans la mesure où le valet était découvert, de même que la démonstration d'un virement d'un montant de 10 millions de francs sur un compte samouraï de ce dernier. Entendu sur les faits, dans le cadre de l'enquête, le prévenu relatait qu'il avait été approché par une puissance étrangère pour obtenir des informations sur la nouvelle technologie à l'étude au sein de la société, moyennant le versement d'une somme rondelette. Le matériel nécessaire lui avait été ainsi déposé dans sa boîte aux lettres. Il se rendit ensuite dans les locaux de la société et suivait les instructions qui lui étaient données. Il n'était manifestement pas conscient de la gravité des faits reprochés, étant uniquement soucieux d'améliorer la vie matérielle de son fils. S'agissant des faits de séquestration suivis de mort, il reconnaissait les faits, soulignant être dépressif, avoir perdu le sens des réalités. Il soulignait n'avoir jamais été violent auparavant et regrettait son geste. Par histoire introductive en date du 6 novembre 2020, une information judiciaire a été ouverte à son encontre, donc des chefs d'enlèvement, séquestration suivi de mort et d'altération d'un système de traitement des données automatisé. Il était présenté aux instructions dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution, puis mis en examen des chaînes d'infraction que je viens d'évoquer. Le juge d'instruction saisissait le juge des libertés de la détention qui le plaçait en détention provisoire. Entendu au cours d'un interrogatoire au fond, la mise en examen a reconnu l'ensemble des faits reprochés. Une reconstitution de la prise d'otage était organisée sur les lieux par le juge d'instruction qui donnait lieu à l'établissement d'un album photographique. Enfin, le juge d'instruction procédait à une confrontation entre la mise en examen et la partie civile dans le cadre de laquelle chacun restait sur ses positions. Elle permettait de reprendre la chronologie des événements. Une expertise médico-psychologique de Mme Alexandra Poindimier mettait en exergue la persistance de son traumatisme, marqué par des insomnies et des crises d'angoisse. Par réquisitoire définitive, le procureur de la République requérait la mise en accusation de M. Victor Nouville devant la cour d'assises. Et au terme donc, de cette ordonnance de renvoi, M. Nouville a donc été renvoyé devant cette cour pour y être jugé donc, des deux chaînes d'infraction qui lui sont reprochées, et qui sont donc les suivants. On lui reproche donc d'avoir, à connaître le 5 novembre 2020, donc depuis temps non prescrit, accéder ou tenter de se maintenir frauduleusement dans toute ou partie d'un système de traitement automatique des données, dont il résultait soit la suppression ou la modification des données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement du système, qui est un
qui est un délit, qui n'est pas un crime, qui est un délit connexe. La cour d'assises donc peut juger à des délits connexes en parallèle avec les crimes. Et on lui reproche également donc, un crime, donc la CONI, d'avoir depuis temps non prescrit, le 5 novembre 2020, sans ordre des autorités constituées, hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé et détenu Alexandra Poignimier et Franck Vaux, fait suivi de la mort de Franck Vaux. Pour ce crime, je rappelle que l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité, donc qui est la peine la plus importante du dispositif pénal. Donc on poursuit les débats avec l'interrogatoire donc de l'accusé. Levez-vous s'il vous plaît. Donc je viens de donner lecture des deux chefs d'accusation pour lesquels vous êtes renvoyés devant cette cour. Donc un délit relatif aux données informatiques, et puis les faits les plus graves, évidemment, la séquestration prise d'otage qui s'est terminée par la mort de M. Vaux. Donc vous avez évidemment déjà été entendu par les enquêteurs, par les juges d'instruction, mais là je rappelle que la procédure dans la cour d'assises est une procédure orale. Seul le président et les avocats ont accès au dossier, mais les jurys qui sont à côté de moi ne connaissent pas le dossier. Donc d'où l'intérêt des débats, évidemment, pour leur permettre de découvrir les faits qui vous sont reprochés. Après, on essaiera évidemment de découvrir également votre personnalité, qui est évidemment importante pour nous, pour pouvoir vous juger. Il y a les faits, il y a aussi votre personnalité. Donc, je vous passe la parole. Relatez-nous un petit peu les faits qui vous sont reprochés, tels que vous les avez évidemment vécus. Et puis après, on vous posera éventuellement quelques questions. On vous écoute. Donc, sur les deux faits, dans l'ordre que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Comme j'ai eu l'occasion de m'expliquer dans les précédentes procédures, donc sur le premier fait, à savoir la personne que j'ai ôté la vie dans l'entreprise CNF, oui c'est vrai, à ce jour-là je n'avais plus toute ma tête, je venais de traverser une période très très difficile, il y avait les infidélités de ma femme, elle a profité de cette situation pour demander la garde de mon enfant, donc et après c'était le trou noir, et après il y a la clé USB qu'il fallait introduire dans mon ordinateur de l'entreprise pour pouvoir récupérer les 10 millions de francs. Donc c'était tout bénef pour moi pour la suite pour l'éducation de mon enfant. Donc c'est la seule raison que j'ai fait. Donc tout ça, je l'ai fait pour mon petit garçon, Lucas, et pas autre chose. Et je ne voyais pas le mal, j'étais engouffré dans une situation que je ne voyais pas. En fait, c'était pas moi qui avait fait de ça. Normalement, je suis quelqu'un de bien, mais là, ce jour-là, c'était complètement le trou noir. Et donc voilà. Et j'assume parfaitement ce que je fais. Donc voilà, j'ai pas autre chose à rajouter par rapport à les faits que j'ai commis. Merci pour vos déclarations. On est quand même surpris des faits qu'on vous reproche. Vous êtes un cadre de l'entreprise. Comment avez-vous pensé que vous ne seriez pas interpellé immédiatement sur les faits que vous avez commis? La fraude informatique était quand même assez flagrante. Vous ne doutiez pas que vous seriez très vite découvert par les services de l'entreprise? Non? Vous savez, quand vous êtes dans une situation très 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 compliquée, donc vous ne voyez pas l'issue. Donc ce jour-là, c'était le cas. Donc c'est après avoir été en détention, c'est là que j'ai compris, j'ai pu réaliser mes actes, malheureusement. D'accord. Voilà. Je suppose que vous aviez un bon salaire en tant que cadre de l'entreprise. Vous aviez vraiment des problèmes d'argent? Vous vous dites que l'argent était nécessaire pour votre enfant, pour gâter votre enfant? C'était vraiment le motif pour vous? À ce moment-là, oui. Il y avait la demande d'indemnité compensatoire, il y avait la pension alimentaire, j'avais des frais sur mon véhicule. Après, ça n'excuse pas tout, mais tout ça a engendré, donc il n'y a plus forcément de réflexion normale, ce qui a expliqué mon acte. Donc je ne voyais plus le bout du tunnel, donc ce qui m'a poussé à commettre cet acte irréversible. Alors, il y a eu une négociation avec les négociateurs du RAID, qui malheureusement n'a pas abouti, puisque vous avez tué effectivement le directeur du personnel. Pourquoi vous n'avez pas accédé à la négociation? Pourquoi?
Pourquoi cet acharnement? Ça m'a bouleversé encore plus. Je me suis dit à ce moment-là que je ne méritais pas la présence du RAID. Pourquoi moi? Donc là, je suis rentré dans une furie pas possible, que moi-même je ne l'explique pas et que j'ai encore du mal à l'expliquer à aujourd'hui. Bon, on verra tout à l'heure ce que nous dit le psychiatre qui vous a examiné. Hein. Mais vous aviez des problèmes de santé auparavant ou... Non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous étiez dépressif par rapport à la séparation avec votre compagne, c'est ça? Oui, cette infidélité m'a beaucoup atteint. Donc, ça a aidé aussi à la commission de l'acte, je pense. Mais sinon, c'est vrai que ça ne me ressemble pas. Je ne me reconnais pas. Avec du recul, je ne me reconnais pas du tout. Donc, voilà, je n'explique pas encore. Merci pour vos réponses. Asseyez-vous, on va en rester là. Alors, évidemment, là aussi, dans un vrai procès d'assises, vous l'avez bien compris, une fois que le président a interrogé l'accusé, on passe la parole aux parties du procès, donc l'avocat de la partie civile, dans l'ordre, si on commence par le partie civile, ensuite c'est l'avocat général, et l'avocat de la défense, qui peuvent à leur tour poser des questions, évidemment, à l'accusé, sur les faits qu'on lui reproche. Donc vous voyez, ça peut durer évidemment un certain temps, hein, ce flot de questions. Donc on va poursuivre maintenant avec l'audition des témoins, et notamment de notre premier témoin, qui est notre enquêteur de personnalité. Donc j'appelle à la barre. Non, l'enquêteur qui a fait l'enquête, le chef d'enquête de police. Il est peut-être à l'extérieur. Non, il est. Voilà. Bonjour madame. Alors vous êtes cité comme témoin donc, dans ce procès d'assises par monsieur l'avocat général pour nous parler évidemment de l'enquête à laquelle vous avez participé. Vous n'avez pas de lien de parenté ou de lien de subordination avec les parties du procès, avec l'accusé, avec la partie civile? Non, absolument pas. Pas du tout. Hein. Donc vous nous rappelez votre identité, votre date de naissance, Stéphanie Wemo, 40 ans, officier de police judiciaire, en poste à Nouméa. Merci madame. Donc vous allez jurer de parler sans crainte, de dire toute la vérité. Avec la vérité, vous levez la main, vous dites je le jure. Je le jure. Merci madame. Donc nous vous écoutons dans votre témoignage sur cette enquête à laquelle vous avez participé. Alors le 4 novembre, nous avons été saisis d'une plainte de la société CNF concernant le piratage informatique de leur système. Un transfert de données extrêmement importantes a été envoyé à un compte étranger. Ces données, la société avait un constat de confidentialité, un contrat de confidentialité avec ses employés. Et donc, au moment où la plainte a été prise, nous sommes allés perquisitionner la société avec l'informaticien, le spécialiste. Et là, nous avons trouvé des preuves numériques qui mettaient en cause M. Victor Nouville. Donc ensuite, nous sommes allés le lendemain à la société pour continuer notre enquête. Et au moment où on était sur place, et à un moment, on a entendu du bruit parce que la directrice nous avait dit que M. Victor Nouville était convoqué dans la matinée pour un conseil de discipline et un renvoi normalement à la clé. Donc sur place, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose dans le bureau. Immédiatement, nous sommes allés avec nos collègues voir ce qui s'y passait. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une prise d'otage. Il avait pris en otage les personnes de la société. J'ai fait appel à l'unité d'élite, le RAID, afin d'envoyer un négociateur pour essayer de raisonner M. Nouville. Malheureusement, la négociation n'a pas été possible et une personne est décédée. M. Nouville, à l'aide d'un coupe-papier, a tué l'otage. Les policiers du RAID ont essayé de réanimer la personne, mais malheureusement, le médecin a constaté le décès. Voilà. Ensuite, il y a eu l'interpellation de M. Nouville, placement en garde à vue. Nous l'avons entendu à 2 reprises uniquement, parce que M. Nouville était totalement abattu. Il a été très coopérant
Et il nous a tout de suite expliqué ce qui s'était passé. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup pour votre rapport, hein, qui paraît extrêmement clair, extrêmement complet. Donc je ne pense pas qu'il y ait partie des questions à vous poser. Donc merci beaucoup pour votre déposition. Merci. Merci. Donc là aussi, même chose, quand on a un témoin qui dépose, comme l'accusé, les parties ont la possibilité de lui poser des questions, et sur la partie civile, l'avocat général ou la défense. Hein, c'est comme ça, dans le cadre d'un procès classique. Il y a des questions, maître? Des questions? Non, pas de questions. Non. Non, vous avez été très clair. Merci beaucoup pour votre déposition. On poursuit donc l'audition des parties de ce procès avec l'audition de la partie civile. Madame Poindimier. Voilà. Venez à la barre. Je marche. Voilà. Bonjour Madame Poindimier. Bonjour. Vous êtes partie civile dans ce procès, donc vous êtes victime que si partie civile. À ce titre-là, vous ne prêtez pas serment devant la cour d'assises de nous dire la vérité. Bien évidemment, je vous encourage à nous dire votre vérité, même si vous ne prêtez pas serment de dire la vérité. Donc on vous écoute dans votre témoignage, et vous étiez là, une des deux otages ce soir-là, ce matin-là plutôt. Donc que pouvez-vous nous dire sur ce qui s'est passé, comment vous l'avez vécu? On vous écoute. Que dire, si ce n'est que quand on va au travail tous les matins, on pense y aller de manière complètement sécuritaire. Et là, ce qui s'est passé dans notre entreprise a été un choc. Un choc, évidemment, pour tous les salariés de l'entreprise, 1000 salariés, qui ont quand même perdu la direction des ressources humaines et perdu quelqu'un de l'entreprise avec une famille. Ça a été un choc aussi, parce que c'est une scène qui a été très choquante. Pour moi-même évidemment, mais aussi tous mes collaborateurs, mes collègues. Et on est vraiment très peiné par la perte d'un collègue, mais aussi d'une amie. Et je pense que l'entreprise a déployé tout de suite une cellule psychologique pour justement aider les employés et essayer de leur faire comprendre un petit peu ce qui s'était passé. Mais on n'aurait jamais pensé que notre collaborateur, avec qui on était tous les jours au travail, était un meurtrier. Depuis combien de temps il était dans l'entreprise avec vous, M. Nouville? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans, oui. Vous n'avez jamais eu de problème particulier avec lui? C'était un bon salarié? Un bon salarié, assez timide, assez discret. Vous n'auriez jamais imaginé qu'il puisse se passer ce qui s'est passé ce jour-là? Jamais. Jamais. Ni moi, ni personne d'ailleurs. Vous avez déjà eu des attaques informatiques auparavant? Non, pas du tout. Pas du tout. Les réseaux sont sécurisés maintenant, donc on était très étonnés. Vous avez un projet très porteur, c'est ça? Oui, un projet très porteur pour l'entreprise et puis pour le développement de la compétitivité de l'entreprise. Quelque chose qui était vraiment protégé et connu de très peu de monde dans cette entreprise. Depuis ces faits dramatiques, vous avez un suivi psychologique actuellement en cours? Oui, je suis toujours sursuivie. D'accord, vous êtes toujours suivi. D'accord. Merci madame pour votre témoignage. Je ne sais pas s'il y a des questions à lui poser. Non, la partie civile, non. L'avocat général, des questions? Pas de questions. La défense? Oui, la défense. Madame Poindimier, bonjour. Je salue votre courage pour venir déposer devant cette cour aujourd'hui. Donc, si j'ai bien retenu, Monsieur Nouville était au sein de votre entreprise depuis 7 ans, lorsque les choses sont arrivées? Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur Monsieur Nouville avant ces événements? Un collaborateur plutôt discret, timide, mais un bon professionnel. Vous n'avez rien d'autre à dire? Pas du tout. Vous ne le connaissez pas mieux que ça? On ne travaille pas du tout dans le même domaine, mais c'était un bon collaborateur. On se voyait aux soirées de fin d'année et autres, mais non, nous ne travaillions pas tous les jours ensemble. Et je vous ai entendu dire tout à l'heure que dans cette tragique histoire, vous avez perdu un collègue. Vous parlez de Monsieur Vaux. Oui. Mais n'avez-vous pas perdu 2 collègues? Non. Non? Et Monsieur Nouville, c'était pas un collègue? Monsieur Nouville, il n'est pas perdu.
Il n'est pas mort, il est là aujourd'hui. Oui, mais il n'est plus au sein de votre entreprise, il me semble. Heureusement. D'accord. Mais vous ne considérez pas avoir perdu un collègue, Non. s'agissant de M. Nouville? Non. J'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Merci d'être parti. S'il n'y a pas d'autres questions, merci pour votre témoignage, madame. Vous pouvez rejoindre votre place. Alors on va poursuivre dans les débats. On a clos les débats sur les faits reprochés à notre accusé. On va évoquer maintenant sa personnalité. Donc, M. Nouville, je vous repasse la parole. Levez-vous, s'il vous plaît. Donc, je vous demande d'évoquer votre parcours de vie, qu'on vous connaisse un petit peu mieux. Alors, classiquement, avec votre enfance, votre vie de famille, votre vie professionnelle. C'est les éléments qu'on évoque en général quand on parle de soi. Donc, on vous écoute en quelques mots. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, donc moi, je me suis construite avec ma mère, qui habite à Yaté, et j'ai une sœur aussi. Je la vois très très rarement. Elle est là d'ailleurs. Et sinon, je suis quelqu'un de sportif et je ne fume pas, je ne bois pas, donc j'ai pas de problème particulier, si ce n'est le problème que j'ai rencontré d'infidélité avec la dépression. Et mon petit garçon que j'aime éperdument, donc le manque de ne pas le voir, c'est vrai que ça m'a déstabilisé énormément. Parce que c'était le centre de ma vie. On faisait plein de choses et tout s'est effondré lorsqu'on s'est quitté, ma femme et moi. Et le fait de ne plus le voir, ça a fait que m'enfoncer dans un gouffre pas possible. Et après, ce qui est arrivé, malheureusement, est irréversible. Je n'ai pas pu remonter la pente et me voilà ici aujourd'hui avec vous. Mais sinon, je suis quelqu'un de très sociable, gentil, au boulot, comme disait ma collègue. C'est vrai qu'on ne se voyait pas souvent, mais je respectais énormément les gens. J'aime respecter les gens et c'est vrai que, paradoxalement, ce qui s'est passé, c'est irrespectueux, mais malheureusement, c'était pas moi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à lui poser? Oui. Oui, monsieur. Bon, tu entends? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Oui, juste une question. Vous disiez que vous étiez dépressif, que vous avez rencontré des difficultés. Est-ce que vous aviez un suivi par un psychologue? Est-ce que vous preniez des médicaments? Je ne prenais pas de médicaments, mais je me faisais suivre. J'évitais de prendre des médicaments parce que j'estime que ce n'était pas bon pour mon organisme. Et c'est vrai que ça m'a apporté au début, mais c'est vrai que le passé revenait à chaque fois. C'est pour ça que je suis resté dans le gouffre sans pouvoir m'en sortir. Pas d'autres questions sur la personnalité de M. Nouville? Moi, j'aurais une question, s'il vous plaît, Monsieur le Président. J'ai pas entendu, j'ai l'impression que vous n'avez pas répondu à la question de Monsieur le Président tout à l'heure sur le montant que vous gagnez. Vous êtes directeur recherche et développement d'une société de 1000 personnes. Combien vous gagnez, monsieur? Je gagne, je ne vais pas le dire en francs pacifiques, 4 000 euros. Merci. 4 000 euros, c'est ça? 4 000 euros, c'est 4 000 euros. 4 000 euros. C'est pas une somme énorme pour un cadre. C'est un salaire classique pour un cadre. Comme ça fait pas longtemps que je suis dans l'entreprise, donc ce qui explique le montant pas élevé de votre salaire. Voilà. Bien. Pas d'autres questions à lui poser sur sa personnalité? Merci à vous, M. Nouville. On va poursuivre l'examen de votre personnalité avec le docteur Schmitt, psychiatre, qui vous a examiné en cours de procédure et qui a fait un rapport. Bonjour docteur, oui, bonjour docteur. Bonjour, vous rappelez vos noms, prénom, âge, profession et domicile, s'il vous plaît. Docteur Henri Schmitt, j'ai 37 ans, j'exerce au CHS Albert Bousquet et j'habite à Nouméa. Merci docteur. Vous allez jurer d'apporter votre concours à la justice en votre honneur et votre conscience. Vous levez la main, vous dites je le jure. Jure. Merci docteur. Donc nous vous écoutons dans votre rapport sur l'accusé. Monsieur le Président, donc j'ai rencontré M. Victor Nouville au camp Est le 5 novembre 2020 à la demande du juge d'instruction. Alors pour faire court, je vous reparlerai pas de sa biographie qui a déjà été détaillée antérieurement. Je vais plutôt commencer par vous parler de ses antécédents médicaux.
Alors au niveau somatique, physique, je retiens qu'il n'a aucun antécédent notable. Au niveau psychiatrique, je retiens qu'il a traversé une période de dépression il y a 2 ans, dans un contexte de séparation conjugale. Il a alors été suivi pendant 6 mois et il recevait alors un traitement classique associant antidépresseurs anxiolytiques. Bon, mais je viens d'apprendre qu'en fait, il ne le prenait pas. Au niveau addictologique, je retiens alors pour l'alcool, un début des consommations à la fin de l'adolescence, et de ce qu'il me dit, il boit généralement le week-end dans des contextes festifs, mais il ne boit pas massivement. Pour le cannabis, alors un début des consommations au début de l'âge adulte, il rapporte une consommation quotidienne d'1 à 2 joints par jour. Lui dit que c'est une consommation à visée hypnotique, c'est-à-dire qu'il prend ce produit le soir pour s'apaiser ou l'aider à s'endormir. Il fume en moyenne 5 cigarettes par jour. En revanche, il ne boit pas de cava, il n'a jamais pris aucune autre drogue. Alors maintenant, on va parler de son examen psychiatrique à proprement parler. Alors donc, quand je le rencontre, c'est un homme de 41 ans, métis mêlant des origines européennes et mélanésiennes. Je le rencontre dans un bureau attenant au parloir du centre pénitentiaire. Sa présentation est sobre, plutôt simple, sans incurie. Le contact s'établit facilement, il reste symptôme tout au long de la rencontre. Son comportement, de la même façon, est constant durant l'examen. Il se montre courtois, il n'est jamais agressif ou il ne montre pas d'impatience. Sa stature est moyenne, il ne rapporte aucune plainte fonctionnelle et rien ne permet de penser qu'il a une pathologie physique, somatique active. Son niveau de compréhension est tout à fait correct. Il comprend bien les motifs et les enjeux de l'examen. Il y coopère d'ailleurs sans difficulté en répondant aux questions que je lui pose de façon spontanée. Il ne présente pas de confusion mentale. Son niveau intellectuel est dans les normes, mais même les normes hautes, sans altération cognitive. L'accès au symbolique pour lui n'est pas problématique. Son champ de conscience est normalement ouvert et ne se polarise pas. Il connaît les interdits et en plus il les a intégrés. Il ne présente aucun signe de sevrage ou d'imprégnation à l'alcool et ou au cannabis. Il ne présente pas de syndrome dissociatif, il ne délire pas, il n'est pas halluciné. Rien ne permet de penser qu'il a une décompensation de l'humeur, tant sur le versant dépressif que maniaque. Il fait quand même état d'une baisse de morale qu'il met spontanément en lien avec son incarcération et plus particulièrement avec le fait qu'il n'a pour le moment pas le droit de recevoir des visites. Mais cette baisse de morale n'a pas l'intensité d'une dépression caractérisée. Alors pendant notre entretien, il présente une nervosité modérée qui me semble tout à fait adaptée compte tenu du contexte d'expertise dans lequel nous sommes quand je le vois. Depuis son arrivée au camp Est, il me dit qu'il a eu 3 consultations psychologiques. Il dit « Je veux comprendre ce qui s'est passé pour que j'en arrive là. C'est aussi pour que ça m'aide à supporter l'isolement. » Quant à sa personnalité, elle me semble organisée sur un fond névrotique. Elle n'est pas spécialement troublée, mais il y a tout de même dans sa façon d'être au monde quelques traits plus saillants, comme l'inhibition émotionnelle et affective, les difficultés d'affirmation de soi, une certaine sensitivité, et puis il y a aussi une dimension obsessionnelle. En tout cas, c'est pas un impulsif, c'est pas un psychopathe, c'est pas non plus quelqu'un qui est structurellement pervers. Alors maintenant, ce qu'on peut dire en discussion. D'abord sur son parcours de vie. Donc, les éléments qu'il me livre au sujet de sa biographie révèlent un parcours de vie plutôt linéaire et sans atypie notable. Puis né d'une fratrie de 2 enfants, il a passé son enfance et son adolescence auprès de sa famille et n'aurait pas été victime de carences ou de situations potentiellement traumatisantes dans sa première partie de vie. Éduqué sur un fond de dynamique familiale patriarcale, il semble avoir trouvé dans les images parentales des repères identificatoires aussi structurants que sécures, et aujourd'hui encore, il parle de son père comme de sa mère avec fierté, reconnaissance et admiration. Alors il était bien investi dans les apprentissages, et puis il était aussi fort de certaines facilités intellectuelles, et sa scolarité s'est déroulée de façon fluide. Elle s'est conclue par l'obtention d'un diplôme d'ingénieur spécialisé en recherche et développement. Une fois son diplôme en poche, il s'est vite et bien intégré professionnellement, puisqu'il a été tout de suite embauché dans la société CNF, où il a d'abord travaillé comme ingénieur, puis comme directeur, enfin plus récemment, comme directeur recherche et développement sur le site du Nord calédonien. Alors maintenant, au niveau sentimental, donc, outre quelques aventures amoureuses sans lendemain ou de courte durée, son parcours sentimental se résume à la relation qu'il a entretenue pendant 7 ans avec une femme qui s'appelle Madame Ludivine Canala. Ils ont vécu en concubinage et ils ont eu ensemble un fils, prénommé Lucas, qui aujourd'hui est âgé de 6 ans. Le couple s'est séparé en 2018, quand M. Victor Nouville a découvert les infidélités récurrentes de sa compagne. C'est suite à cette séparation qu'il a souffert pendant plusieurs mois d'une dépression, et c'était donc ce qu'on appelle une dépression réactionnelle, dont il s'est bien relevé, mais se disant maintenant déçu par les femmes, il se sent plutôt frileux à l'idée de se remettre en couple et préfère rester célibataire.
Alors, il n'a pas eu la garde de son fils, il l'a dit tout à l'heure, mais il peut tout de même le voir un week-end sur 2 et il participe activement à son éducation. Maintenant, sur sa personnalité et sa situation médicale. Donc, d'un point de vue addictologique, c'est-à-dire ce qui concerne ses consommations, je relève qu'il consomme depuis plusieurs années du cannabis, mais sur une intensité modeste. Tout à l'heure, il a dit 1 à 2 joints par jour. Il utilise ce produit pour ses vertus apaisantes et hypnotiques. Il n'est pas dans une recherche de défonce. Quoi qu'il en soit, il semble que cette substance n'ait joué aucun rôle notable dans cette affaire. Sa personnalité, je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, elle s'organise sur un fond névrotique. Elle n'est pas spécialement troublée, mais elle montre tout de même une certaine fragilité narcissique qui se manifeste plus particulièrement chez lui par une façon d'être au monde teintée d'introversion, d'inhibition sociale, de faible estime de soi, d'incapacité à s'affirmer dans les relations interindividuelles et d'émoussement affectif. Alors par ailleurs, il n'a pas de retard mental, il n'a pas de maladie neurologique, il ne présente aucun signe de psychose, que ce soit dans un registre schizophrénique ou que ce soit dans un registre paranoïaque. Il n'a aucune pathologie de l'humeur décompensée et d'aucun trouble anxieux. Et en fait, sur le fond, rien ne permet de penser que son état psychique était sensiblement différent au moment des faits qui lui sont reprochés. Et au total, pour moi, il n'y a donc aucun argument psychiatrique ou neurologique en faveur d'une abolition de son discernement dans cette affaire. Alors maintenant, sur les faits, moi, ce que je peux en retenir. Donc, M. Victor Nouville, il reconnaît sans embâche l'ensemble des accusations portées contre lui. Il ne se terre pas dans le déni, il ne cherche pas à minimiser son implication ou la gravité de ses transgressions. De son point de vue, tel qu'il me le donne, et en résumé, il aurait d'abord été appâté par la perspective d'un gain facile qu'il pensait pouvoir obtenir sans grand risque, et il se serait progressivement retrouvé dans une impasse. Quand il était dans cette impasse, c'est-à-dire quand il avait acquis la certitude qu'il était découvert et qu'il allait probablement tout perdre, aussi bien son honneur que son emploi, il s'est senti pris au piège et il a mis en œuvre une prise d'otage. À partir de ce moment-là, il était véritablement pris dans un engrenage dans lequel il perdait tout recul critique et il agissait alors de façon désordonnée, impulsive, inadaptée et inconséquente. Et finalement, toute cette séquence n'est pas sans rappeler une théorie psychologique qui s'appelle la théorie de l'engagement, qui dit en fait que c'est l'acte que nous posons d'abord qui va déterminer notre position psychologique et notre attitude ultérieure. Dans ce cas précis, au moment où M. Nouville a commencé à perdre pied, il y avait véritablement ce que l'on appelle un caractère irréversible de l'acte premier. L'acte premier, c'est quand il a initié la prise d'otage. En fait, plus il percevait qu'il ne pourrait pas faire marche arrière, plus il était engagé, et c'est cet engagement qui a véritablement été la matrice du déroulé mortifère de cette situation. Maintenant, quand on se concentre plus particulièrement sur la courte séquence du passage à l'acte homicide, quand il a donné le coup de couteau, tout laisse à penser qu'il s'agissait d'une improvisation catastrophique et paradoxale. Paradoxale dans le sens où au départ, il n'avait nullement l'intention de tuer, mais il a tout de même tué. Il a tué dans l'espoir de s'en sortir, ce qui est paradoxal. Finalement, en se basant sur sa version, j'en arrive à la conclusion que cet homicide est la conséquence irréfléchie d'un moment de panique. Alors, conséquence irréfléchie, mais néanmoins volontaire. Il a fait ce qu'il voulait faire. Lorsqu'il donnait le coup de couteau, son champ de conscience et ses capacités de recul critique étaient sensiblement obscurcis par son état paroxystique de peur, mais il était encore capable de discernement et maître de ses actes. Dans cette même logique, je pense que cette peur, cet état de panique l'a influencé. C'est ce que l'on appelle une influence morale interne, mais, et c'est important de le noter, cette influence morale interne n'avait pas l'intensité d'une contrainte. Alors pendant l'expertise, quand je l'interroge sur son ressenti, il me livre un discours empreint non seulement de honte, mais aussi d'un sentiment de culpabilité sincère. Plus encore, il comprend bien la nécessité de l'action judiciaire et se dit prêt à l'affronter. Et en définitive, c'est finalement lui qui synthétise le mieux l'impression qui ressort quand on cherche à décrypter son implication dans cette affaire. C'est quand il me dit, à un moment de l'expertise, il dit « ça sonne faux dans la musique du reste de ma vie ». Alors pour finir, sur la dangerosité et sur les soins, donc comme il n'a aucune pathologie psychiatrique, en tout cas actuellement décompensée, je ne relève chez lui aucune dangerosité psychiatrique. Sa dangerosité criminologique me semble faible. Il n'a aucun antécédent judiciaire. Il est plutôt bien structuré psychologiquement. Il est bien inséré, aussi bien socialement que professionnellement et familialement, en tout cas jusqu'à ce procès. Il n'est pas sujet à des problèmes d'addiction et, fort de bonnes capacités d'élaboration, il accède à un bon recul critique sur ses agissements. Et dans cette logique, je ne pense pas nécessaire de mettre en place une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire. Voilà, désolé, j'ai été long, mais ça, c'est les psychiatres, toujours comme ça. Merci docteur, pour votre rapport. C'est vrai que vous avez fait un véritable travail, vous avez fait un vrai rapport. Je pense que tout le monde aura noté que votre rapport était vraiment empreint de réalisme
Et vous aurez fait le même rapport d'ailleurs devant une vraie cour d'assises. Hein, vous faites les mêmes rapports. Donc l'intérêt du rapport de l'intervention d'un psychiatre, évidemment, devant une cour d'assises, qui est systématique, je vous le précise, un dossier criminel, il y a automatiquement une expertise psychiatrique qui est diligentée par juge d'instruction, avec cet éclairage, évidemment, qui est important. Pourquoi? Parce que si le psychiatre considère qu'il y a une abolition du discernement, évidemment, c'est pas sans conséquence sur l'action devant la cour d'assises, puisqu'on ne pourra pas condamner, évidemment, l'accusé s'il y a une abolition totale de son discernement. Bon, ça arrive, c'est pas fréquent, mais ça arrive. Deuxième hypothèse possible, c'est l'altération du discernement, que le psychiatre peut également mettre en avant. Si elle est retenue par la cour et le jury, ça entraîne une diminution de peine d'un tiers. Donc oui, c'est pas négligeable. Le maximum, on descend d'un tiers. Donc si c'est 30 ans, on descend à 20 ans, par exemple. Donc là aussi, vous voyez, les conclusions d'experts psychiatres sont importantes par rapport à cela. Autre intérêt de l'expertise psychiatrique, vous avez vu, c'est sur la dangerosité psychiatrique ou criminologique qui est relevée par l'expert, avec une incidence évidemment sur la peine, sur le prononcé de la peine par la cour, si la culpabilité évidemment est reconnue. C'est important d'avoir ce diagnostic sur la dangerosité criminologique ou psychiatrique, avec l'injonction de soins, possible ou pas, qui est proposée ou pas par l'expert, comme vous venez de le voir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à poser à l'expert, à la partie civile, l'avocat général? Oui, juste pour une précision, il était plus dépressif, il était plus en dépression au moment des faits, c'est ce que vous avez dit, il s'est relevé finalement de cette dépression au moment des faits. Oui, c'est ce que j'avais noté par l'expertise, effectivement, c'est-à-dire qu'après la séparation, il y a eu 6 mois très compliqués pour lui, c'est le moment pendant lequel il était suivi, et après ça, il avait quand même réussi à se relever, notamment son travail lui permettait de se relever, mais il avait également une vie sociale qui lui permettait d'aller mieux. Enfin, il avait passé le cap, comme on dit, il restait quand même la question de la garde de son fils, des conflits, j'allais dire, au niveau des affaires familiales, qui toujours continuaient à le faire ruminer, mais c'était plus un état du tout de dépression comme il avait connu les 6 mois après son divorce. Ça, deuxième question, c'est l'articulation entre ce que vous décrivez comme un engrenage et puis le caractère néanmoins volontaire de l'acte. C'est-à-dire qu'à tout moment, en fait, néanmoins, les actes qu'il posait étaient des actes volontaires. Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que c'était des actes qui étaient irréfléchis, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pris le temps de la réflexion, mais néanmoins, c'était des actes volontaires. Je vous remercie, j'ai pas d'autres questions. La défense, des questions à poser à l'expert? Maître Marty. Oui, vous avez la parole. Ah, ça marche pas? Celui-là fonctionne, je sais pas. Est-ce que ça marche? Oui, celui-là marche. Oui, monsieur l'expert, vous nous l'avez dit tout à l'heure en introduction de votre rapport, vous avez été missionné par le juge d'instruction. Tout à fait. D'accord. À quel document avez-vous eu accès avant cette expertise? J'ai eu accès aux procès-verbaux d'audition pendant la garde à vue, et j'ai eu accès à l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction. D'accord. Vous aviez noté dans cet interrogatoire de première comparution que M. Nouville déclarait qu'il ne fumait jamais de cannabis? Oui, j'ai lu. D'accord. Parce que dans votre rapport, c'est étonnant, vous nous dites qu'il fumait 2 joints par jour pour s'apaiser, pour trouver le sommeil. C'est ça? Tout à fait, oui. Ça ne vous a pas étonné? Non, ça ne m'a pas étonné parce que vous savez, donc je fais régulièrement des consultations en addictologie. Effectivement, quand on interroge les gens sur leur consommation, ils ont plutôt tendance à minimiser, banaliser, voire même avoir tendance de prime abord à dire qu'ils ne consomment pas alors qu'ils consomment. Et effectivement, j'imagine bien que dans sa situation, premier interrogatoire pendant la garde à vue, il a plutôt tendance à dire qu'il ne fume pas. Alors après, je ne sais pas, est-ce que c'est volontaire de sa part pour ne pas, j'allais dire, alourdir la barque, ou est-ce que c'est finalement que ça lui paraissait complètement anodin, ses consommations, et qu'il n'a pas éprouvé le besoin ou la pertinence d'en parler? Ça, je ne sais pas. Moi, je vous avoue que je pencherais peut-être plutôt pour la deuxième solution, étant donné quand même que M. Nouville reconnaît parfaitement son implication dans les faits qui lui sont reprochés, fumer 2 joints par jour derrière. Est-ce que vous pensez sérieusement que ce point-là, il aura envie de le dissimuler aux enquêteurs? Non, probablement, il n'a pas eu envie de le dissimuler. Non, je pense que c'est plutôt effectivement l'hypothèse de dire que c'est tellement banalisé chez lui, mais comme partout en Calédonie, finalement, que on n'en parle pas, quoi. Je veux dire, tant qu'on n'est pas 15 ou 20 joints par jour, on considère qu'on fume pas, qu'on n'est pas un fumeur de cannabis. Oui. Lorsque vous parlez de son suivi psychiatrique, vous avez eu accès à ce suivi psychiatrique, au dossier médical? Non, j'ai pas eu accès, il était suivi par un psychiatre libéral, et donc du coup, j'ai pas accès au dossier, sauf à faire une demande particulière, mais je l'ai pas fait, cette demande. D'accord, donc c'est basé sur les dires de monsieur? Tout à fait, oui.
Ok. Alors, j'ai une question. Là, je suis assez embêté, puisque dans votre rapport, vous nous parlez de la faible estime de soi qui anime M. Nouville. Vous confirmez, c'est votre rapport? Oui, oui. Bien. Et quelques lignes plus tard dans votre rapport, vous nous dites que lorsqu'il était dans l'impasse qui était la sienne ce jour-là, lorsqu'il avait acquis la certitude qu'il était découvert et qu'il allait probablement tout perdre, aussi bien son honneur que son emploi, il s'est senti pris au piège et il a mis en œuvre cette prise d'otage. Vous pensez sincèrement que c'est la crainte de perdre son honneur et son emploi qui l'ont animé ce jour-là? Je pense que ça a joué beaucoup, parce qu'effectivement, je crois que la question de l'honneur, de l'estime de soi, je pense qu'elle avait été déjà pour lui fortement atteinte au moment de son divorce, au moment de la perte de la garde de l'enfant, au moment même avant le divorce, quand il a appris que sa femme l'avait trompé beaucoup. Et je pense que justement, son honneur et son estime de soi, il la mettait beaucoup dans la question de son travail. Et là, donc à ce moment-là, il s'est rendu compte que, j'allais dire finalement, une des dernières choses qui lui restait, la place qu'il avait à son travail, une place qui était quand même assez importante, hein. Je veux dire, il avait bien travaillé, il a été reconnu dans sa profession, il avait atteint un poste de directeur, et là, finalement, tout allait s'écrouler en quelques secondes. Il lui restait plus que ça, il allait le perdre. L'acte premier que vous évoquez dans votre rapport, vous dites que cet acte premier, c'est lorsqu'il a initié la prise d'otage, et qu'après, c'est l'engrenage, comme vous dites, c'est la théorie psychologique de l'engagement. On ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que cet acte premier, est-ce qu'il ne pourrait pas être cet engagement qu'il a depuis des années dans sa vie, de s'investir pour son fils? Est-ce que c'est pas ça l'acte premier chez lui? Là, quand je parle de l'acte premier, de la théorie de l'engagement, je parle bien évidemment de la séquence qui s'est terminée par le passage à l'acte homicide. Après, on peut prendre bien évidemment d'autres séquences de sa vie. J'imagine que c'est dans ce sens-là que vous posez la question. Effectivement, c'est un peu le sens de mon rapport, et lui le résume très bien. Ça sonne faux dans la musique du reste de sa vie. C'est-à-dire que sur tous les autres plans de sa vie, finalement, alors je suis pas là pour parler de morale, c'est pas mon travail, mais sur tous les autres plans de sa vie, en fait, on relève pas du tout ce type d'engagement, ou en tout cas cette violence, cette brutalité. Dernière question, monsieur l'expert. Vous avez une question de monsieur l'avocat général qui vous a demandé de confirmer si monsieur Nouville était ou n'était pas en dépression au moment des faits. Donc vous avez répondu, si j'ai bien compris, qu'il n'était pas en dépression à ce moment-là. Mais moi je m'interroge, monsieur Nouville, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, qui n'a jamais fait parler de lui, jamais. Pensez-vous qu'il allait bien ce jour-là? Alors, il faut faire la distinction, vous voyez, entre la dépression, qui est une maladie, c'est ce qu'on appelle un syndrome dépressif caractérisé, une dépression majeure, qui est une maladie qui répond à des symptômes, qui répond à des critères particuliers. On fait la distinction aussi avec effectivement les moments qu'on peut tous traverser dans sa vie, des moments de mal-être, des moments de doute, des moments où on est plus fragile, et qui, eux, pour le coup, j'allais dire, font partie des variations normales que tout individu connaît au cours de sa vie et qui ne sont pas du registre d'une maladie. Pour moi, au moment où il commettait l'acte, et dans les semaines qui ont précédé, en fait, peut-être que M. Nouville traversait un moment de mal-être, où il ruminait un peu sa situation, mais en tout cas, il n'était pas en dépression. Peut-être qu'il traversait un moment de mal-être. Non, peut-être qu'il traversait un moment de mal-être. De mal-être, oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est tout. Vous avez dit maladie. Non, j'ai dit mal-être. Après, vous entendez ce que vous voulez, ça on l'a bien compris, monsieur l'expert. Bah vous aussi, monsieur. Mais vous pensez simplement qu'il n'y a qu'une question de mal-être? C'est ça qui peut conduire un homme qui n'a jamais fait parler de lui à commettre une prise d'otage, à ôter la vie de l'un de ses collègues qu'il côtoie depuis 7 années? Monsieur le Président, je crois que ça. Maître a bien entendu. Effectivement, c'est tout à fait ce que j'ai dit. Et Monsieur le Président, vous avez bien plus d'expérience que moi dans la cour d'assises, mais oui, effectivement, les cours d'assises sont remplies de personnes qui n'ont pas d'antécédents judiciaires et qui commettent l'irréparable sur un moment où tout bascule, quoi. C'est ce qui s'est passé pour M. Nouville, effectivement. Monsieur le Président, comme à chaque audience, je vous dirai systématiquement la même chose après la déposition de l'expert psychiatre. Nous sommes constamment en train de juger aux assises des personnes qui ont une personnalité tout à fait normale. Je serai toujours surpris d'entendre ça. Merci, maître. Pas d'autres questions à poser à notre psychiatre. On peut donc libérer l'expert, pas de difficulté. Merci, monsieur l'expert, pour votre déposition. Merci beaucoup. Merci. 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 Empreinte de plein réalisme, comme vous avez pu le voir. On poursuit la personnalité de l'accusé avec l'audition d'un témoin cité par la défense. Je crois que c'est la sœur de l'accusé, c'est bien ça?
la sœur. Ça, Monsieur le Président. Venez, madame la sœur. Bonjour, madame. Bonjour. Donc vous me rappelez votre identité? Oui, je suis Lucie Nouville, j'ai 43 ans. Autre chose que vous voulez savoir? Mon téléphone? Non, je pense pas. Donc vous êtes la sœur de l'accusé, donc à ce titre-là, vous ne prêtez pas serment de nous dire la vérité, mais on vous encourage bien sûr à nous dire votre vérité. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la personnalité de votre frère, qui est aujourd'hui dans cette cour? On vous écoute, madame. D'accord. Écoutez, on m'a demandé de venir effectivement parler sur un plan humain et pas un plan médical comme a pu le faire l'expert. Et on me l'a demandé, mais je l'aurais fait de toute façon. C'est important pour moi de vous dire qu'avec mon frère, on a eu une enfance très classique, en fait. On n'était pas spécialement proches, je vous avoue, parce qu'il était assez taciturne, assez... Vous le voyez, là, il est très... On voit qu'il a une position un peu de repli, et c'est assez symptomatique de sa personnalité de façon générale. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai éprouvé quand on était jeune et enfant. Et en grandissant, il a fait ses études de façon aussi classique, un bon niveau qui lui a permis d'avoir d'ailleurs un bon diplôme et puis ensuite un bon travail. Et je vous dis tout ça parce que ce qui a changé en fait dans la vie de Victor, c'est quand il a eu son fils. Authentiquement, là, s'est révélé une autre personne. Et c'était vraiment très touchant de le voir éclore, en quelque sorte, s'ouvrir à la vie davantage, parce que c'était quand même quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'amis, pas une vie sociale trépidante. Et sans que ce point ait vraiment changé, encore une fois, on n'était pas spécialement proches, donc je ne peux pas dire s'il avait vraiment des amis très intimes. Il a vraiment laissé apparaître une autre facette de sa personnalité, où il était authentiquement heureux. Voilà. Il y avait de la joie de vivre, il y avait de la complicité avec son fils. Il a acquis quelque chose et une compétence à la joie, allons dire, qu'il n'avait pas réussi à matérialiser avant. Alors, voilà, ça vous permet de comprendre aussi pourquoi il est passé par cette dépression quand cet univers, cette stabilité émotionnelle en fait qu'il avait mis en œuvre s'est écroulé. Ça a été vraiment un passage très difficile et ça a été aussi très dur pour nous en tant que famille de le voir se retirer à nouveau. C'est vraiment très dur. Et c'était d'autant plus dur qu'en vérité, on n'a pas trouvé les moyens pour l'aider. Même en ayant essayé, ça a été dur. Alors, j'éprouve énormément de compassion pour les victimes de ce qu'il a fait. J'éprouve aussi beaucoup de compassion pour lui. Et là, ce que je viens vous demander, en fait, de façon très humble devant vous, c'est, en fait, il a perdu pied. Je pense, enfin, il vous le dira mieux, il n'y a que lui qui peut dire, en vérité, ni les experts, ni moi, il n'y a que lui qui peut vous dire ce qui lui est arrivé. Et comme il n'est pas forcément à l'aise à parler, c'est pas évident, mais allons dire, il a perdu pied. Et donc, ce que je vous demande, c'est de l'aider, si vous le pouvez. Merci beaucoup pour votre témoignage. Des questions à lui poser? Non? Des parties? Oui? Oui, maître, vous avez la parole. Bonsoir madame, merci d'être là. Vous avez décrit vous-même la relation avec votre frère comme une relation avec un frère taciturne. Monsieur Nouville s'est décrit lui-même comme un solitaire en procédure. Est-ce que vous trouvez que ça décrit bien sa relation avec vous-même et avec les gens externes, le public?
Oui, c'est la vérité. De toute façon, s'il l'éprouve comme ça, c'est sa vérité. Et effectivement, on n'a pas des liens très étroits, ce qui n'empêche pas une connexion autre. J'ai un amour authentique pour lui. Et comprenez-vous les faits aujourd'hui? Oui, je comprends. Êtes-vous surprise des faits aujourd'hui? Comment vous dire évidemment, oui, je les comprends. En même temps, c'est difficile d'accéder aux ressorts qui ont conduit à ça. J'ai pas d'explication. Je suis même pas sûre d'en avoir besoin. Tout ce que je vois, c'est que il a besoin d'aide. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant, c'est la seule chose qu'on puisse faire, c'est aider tant qu'on peut. Par là, j'entends non pas simplement porter un jugement, parce qu'un jugement, c'est lourd, mais peut-être être dans une démarche où on peut lui tendre la main pour que ça aille mieux, parce que de toute façon, ça ne peut pas être trop pire. J'ai une dernière question. Vous avez beaucoup parlé de sa relation avec son fils comme une période charnière dans sa vie, mais la période pendant laquelle il a aussi perdu sa garde a été aussi pour lui une période difficile. Est-ce que vous avez l'historique? Est-ce que vous pensez que la perte de cette garde était justifiée? Parce qu'aujourd'hui, il ne l'a pas. Ce n'est pas lui qui garde Lucas. Et pourtant, on en entend beaucoup parler comme si ils vivaient ensemble. Alors, expliquez-nous, d'un point de vue familial, si vous avez trouvé que cette décision était justifiée. C'est quelque chose que je n'ai pas compris, pour tout vous dire, d'autant que les torts étaient plutôt du côté de Ludivine, enfin en tout cas j'entends dans la rupture du couple. Enfin, je dis ça, mais en fait, non, on ne peut pas rentrer dans l'intimité d'un couple. En fait, je ne sais pas où étaient les torts de cette affaire. Mais en vérité, c'est pas quelque chose auquel j'ai vraiment eu accès, de la compréhension de cette décision, pourquoi Ludivine avait la garde. Victor s'en est pas ouvert. Je crois qu'il n'était pas capable. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, l'avocat général, des questions? Juste une question sur votre enfance, encore une fois. Il n'y avait pas de violence conjugale, il n'y avait pas de violence familiale. Vous n'avez jamais souffert de privation particulière? Non. Je sais, c'est décevant, mais non. Je vous remercie. La défense. Oui, j'ai une simple question, Monsieur le Président. Madame Nouville, j'entends ce que vous dites aujourd'hui et j'en suis ravi. Quand vous nous dites qu'il faut vous demander directement à la Cour de tendre la main aujourd'hui à votre frère, de l'aider, mais sauf erreur. Parce que ça, c'est dans le dossier. Oui. Vous n'avez pas demandé de permis de visite. Vous n'êtes pas allé le voir au camp Est. C'est vrai. C'est vrai parce que je suis touchée d'une manière différente des jurés, parce que moi je suis touchée de façon intime, comme je vous l'ai dit, cette distance qu'il y a entre mon frère et moi. Et j'en parle avec de l'émotion dans la voix parce que c'est dur. C'est vraiment dur. Ça demande de ma part un travail. J'ai à surmonter. Je vais le faire. Vous savez que j'irai le voir. Je vais le faire, c'est sûr. Je vais le faire. J'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre témoignage, madame. Merci pour l'évaluation. Merci. Oui, on se croirait vraiment dans un vrai procès d'assises. Hein. Une remarque de ma part, vous voyez qu'on passe aux assises, on passe autant de temps sur la personnalité des accusés que sur les faits. Hein. C'est une constante de la cour d'assises. C'est la seule juridiction d'ailleurs criminelle où on passe autant de temps sur la personnalité des accusés. En correctionnel, malheureusement, on ne passe pas autant de temps sur la personnalité. C'est ainsi. Est-ce qu'il y a des demandes de lecture de pièces de la part des parties? La partie civile, non. C'est l'avocat général? Demande de lecture de pièces, complémentaires? Non. La défense?
Non, merci. Donc, on arrive donc au terme des débats. J'indique que je poserai les questions à la Cour jugée dans les termes de l'ordonnance de renvoi. Vous savez qu'on peut parfois modifier les questions qui résultent de l'ordonnance de renvoi en ajoutant des circonstances aggravantes ou non, qui résulteraient des débats devant la Cour. On a parfois des surprises devant une cour d'assises, puisque les débats sont oraux. On peut avoir des changements qui interviennent en cours de procédure. On va donc passer la parole aux parties. Donc la parole est à la partie civile pour sa plaidoirie. On vous écoute, maître, pour les parties civiles. Merci, Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés. Vous avez été tirés au sort ce soir, et il vous revient donc la charge de rendre la justice, mais aussi, grâce à votre décision, de défendre le monde dans lequel vous voulez vivre. Un monde sûr, et un monde dans lequel il n'arrive pas les faits qui sont jugés ce soir. Pour vous permettre de prendre votre décision en votre âme et conscience, nous avons entendu aujourd'hui beaucoup d'intervenants, mais permettez-moi de revenir sur les faits parce qu'ils sont très particuliers. Nous avons des survivants. Nous avons des survivants et parmi eux, Madame Alexandra Poindimier, directrice juridique, qui s'est constituée partie civile et qui a vécu toute l'horreur de la scène. Elle a vu Monsieur Franck Vaux se faire assassiner sous ses yeux. Alors, un matin, elle est arrivée à l'entreprise, elle a appris avec stupeur qu'il y avait eu un vol de données, et encore plus, d'autant que ce vol de données avait pour point de départ l'ordinateur de Monsieur Nouville, qui n'était certes pas un ami, qui était un simple collègue, mais qui pour autant faisait partie de l'équipe dirigeante de la société. Ils se connaissaient. C'est pas pour autant qu'il fallait fermer les yeux. Elle a décidé d'assister à l'entretien, qui était un préliminaire à son licenciement. Elle attendait des réponses, elle n'en a pas eu. Elle attendait des remords, elle n'en a pas eu non plus. Elle n'a eu que la violence. Parce que M. Nouville a très vite séquestré les intéressés. Il a fermé la porte. Il s'est refusé aux négociations. Et puis, il a tué M. Franck Vaux, d'un coup. Il en a fallu un seul. Alors, Madame Poindimier s'est vue mourir, évidemment, ce jour-là. Elle ne doit sa vie qu'à l'intervention du RAID. Et je pense vraiment que ces faits sont criants de vérité. La vérité, c'est que c'est vrai, M. Nouville est un père de famille, c'est un cadre diplômé, un inconnu des tribunaux. Mais la vérité, on l'a vu en procédure, et il se décrit lui-même comme tel, c'est que c'est un solitaire, un homme imprévisible, un homme irréfléchi. Un homme qui est capable de vendre les secrets de son entreprise, qui est capable de menacer ses collègues et qui est capable d'aller jusqu'au bout, de tuer. Et M. Franck Vaux a succombé à un meurtre d'opportunité, une opportunité à 10 millions de francs. Et tout ça de la faute d'un homme qui a refusé les négociations et qui a refusé également délibérément d'épargner sa vie. Les soucis financiers ne seront jamais une excuse au meurtre. Alors je sais que vous prendrez cette décision selon votre intime conviction. Vous prendrez une décision juste, celle qui répare les torts et la souffrance que les faits ont causés aux parties civiles, notamment à Madame Alexandra Poindimier et à Monsieur Franck Vaux qui est décédé aujourd'hui et qui est représenté par sa femme. Madame Alexandra Poindimier, elle arrive au boulot tous les jours avec la boule au ventre. On la connaît dans l'entreprise comme une rescapée. Elle est également en fin de carrière et elle sait très bien que ce qui l'attend, ce n'est pas des longues années paisibles de retraite, mais bien des longues années de soins. Quant au mari de Monsieur Vaux, à la femme de Monsieur Vaux, excusez-moi, ce dernier, vous l'aurez remarqué, est seul ce soir parce que lui et sa femme n'ont pas d'enfants. C'en est fini pour eux aussi de la retraite, des voyages, des plans qu'ils avaient prévus. Ce qui s'ouvre devant lui, ce sont de longues années de solitude. Et tout ça, ce sont leurs peines. Alors, je sais que vous prendrez la bonne décision, celle qui, comme la loi vous le demande, protège les intérêts de l'accusé, mais également celle qui protège les intérêts de la société et celle des parties civiles. Merci, maître, pour votre plaidoirie.
La parole est à l'accusation. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous avez donc entendu le Conseil de la partie civile s'exprimer et vous allez entendre par la suite le Conseil de l'accusé qui s'exprimera au nom de celui-ci. Quant à moi, en tant que magistrat du ministère public, il m'appartient de requérir l'application de la loi, dit le texte, au nom des intérêts de la société. Ma parole est totalement libre à l'audience. Je suis tenu par aucune contrainte et je m'exprime selon mes sentiments, selon la force et la puissance que les preuves ont faites sur ma propre conscience. Je propose une peine. Je propose une peine que la Cour sera libre ou non, dans les limites bien sûr de la loi, de retenir. Elle pourra dépasser, elle pourra être en dessous de ce que je proposerai. Je propose également de statuer sur la culpabilité. Cette parole est totalement libre. L'autre chose que je voulais dire, c'est que je représente la société. Qu'est-ce que c'est que la société? La société, c'est nous tous. C'est vous, c'est moi, c'est la Cour, c'est l'accusé également. C'est des intérêts qui font que nous sommes une communauté humaine qui se donne des règles. Parmi lesquelles certaines nous paraissent tellement impérieuses qu'il faut les défendre. Parmi ces règles, 3 et des règles très importantes ont été violées par l'accusé aujourd'hui. La première, c'est l'atteinte à la propriété d'autrui. La deuxième, c'est l'atteinte à la liberté d'autrui. Et la troisième, la plus grave bien évidemment, c'est l'atteinte à la vie d'autrui. Dans toutes les sociétés humaines, vous retrouvez peu ou prou ces interdits. Et en tout cas, s'agissant de la violation de l'intérêt de la vie, dans toutes les sociétés humaines, vous retrouvez cet interdit fondamental qui structure même les sociétés. Vous allez devoir juger un homme qui donc a commis aujourd'hui, et l'expert l'a rappelé, l'irréparable. Des choses qu'il a accomplies ne pourront jamais revenir en arrière. Les personnes qu'il a tuées, bien sûr, ne reviendront jamais. La douleur des victimes ne s'effacera jamais complètement. Vous allez devoir statuer d'abord sur la culpabilité. Ce sera, à mon avis, relativement facile. Je ne crois pas qu'il y ait eu de dénégation en quelque domaine que ce soit. Vous allez devoir faire un acte beaucoup plus difficile qui va être de statuer sur la peine. La peine, vous avez comme repère pour fixer une peine le maximum qui est fixé par la loi. Ce maximum, en l'occurrence, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Mais vous allez devoir également fixer cette peine et la moduler en fonction de la gravité des faits, mais également en fonction de la personnalité de l'accusé qui comparaît devant vous. Afin de parvenir à une peine juste c'est quoi? C'est dans l'idéal une peine qui satisfasse les intérêts de la société, dans laquelle la victime se reconnaisse et qui soit également compréhensible par l'accusé. Ça ne veut pas dire accepter, ça veut dire compréhensible, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il sera d'accord avec la décision que vous allez prononcer. Ça ne veut pas dire que je vais être d'accord avec la décision que vous allez prononcer. Mais je crois que c'est dans ces 3 équilibres que vous devez trouver la justesse de votre décision. Vous allez devoir donc fixer cette peine et vous allez juger un homme qui, effectivement, au terme des débats et de l'instruction, apparaît comme un homme que rien ne prédisposait à venir aujourd'hui devant une cour d'assises et comparaître. Vous allez juger un homme qui n'a jamais été condamné, qui est un homme discret, qui a été décrit également comme un père de famille attentionné, apprécié de ses collègues et de son entreprise, en tout cas, jusqu'à ce qu'il se lance dans le vol de données informatiques. Comment expliquer alors ce qui s'est passé? Vous allez voir 3 types d'explications dont vous allez voir que, quant à moi, elles ne me convainquent aucune complètement. La première, c'est la dépression. Or, dépression, on l'a vu au regard de ce que indique l'expert, il n'était plus dépressif au moment où il commet les faits. C'est vrai qu'il a eu un passage difficile au moment de la rupture, qu'il était en difficulté familiale, mais il n'était pas, au sens strict, en dépression. Vous avez également la naïveté. Alors ça, c'est l'extraordinaire explication initiale où je reçois une enveloppe qui me demande pour gagner 10 millions de francs de mettre une clé USB dans un ordinateur. Je ne comprends pas trop bien pourquoi. Je me dis pourquoi pas, après tout c'est sympathique et ça vaut bien 10 millions de francs. Qui peut croire ça? C'est une fable. C'est-à-dire que c'est un directeur de recherche et de développement d'une entreprise importante qui sait que l'entreprise travaille sur des données extrêmement sensibles et qui, pour de l'argent, et par pas du gain, du lucre, va trahir son entreprise, en fait. Hein. Parlons clairement. Est-ce qu'il a besoin de cet argent? C'est ce qu'il dit. Il nous dit aujourd'hui qu'il gagnait l'équivalent de 4 000 euros, peut-être. C'est sur ses déclarations faites à l'audience. C'est pas beaucoup, effectivement, à relever le président de la cour d'assises. Vous apprécierez, en tout cas, est-ce qu'avec ces 4 000 euros, il n'avait pas d'autre moyen que de voler son entreprise et de se lancer dans ses opérations pour gagner de l'argent? Donc c'est la deuxième explication, c'est la naïveté. Et la troisième explication, qui est, je trouve, assez retors, c'est quant à moi, à laquelle je n'adhère pas non plus, mais ce qui laisse peut-être la cour d'assises aussi dans le suspens d'une incompréhension, mais des fois, effectivement, on ne comprend pas tout. Et lui-même dit qu'il ne comprend pas tout, d'ailleurs, en disant « ce n'est pas moi, ce n'est pas moi ». Quand on dit « ce n'est pas moi », c'est une façon de dire « mais effectivement, ça ne me ressemble pas ». Peut-être que ça ne lui ressemble pas, mais c'est lui aussi. C'est lui qui commet ces actes, c'est lui qui les a commis. Quand il dit « ce n'est pas moi », c'est peut-être une manière aussi, contrairement à ce qu'il dit, de ne pas assumer.
J'en reviens également à la question de l'engrenage. Effectivement, on va vous expliquer, et c'est retenu par l'expert, qu'il va être pris en fait dans un système, il est découvert, il sent qu'il est découvert, que sa première infraction crapuleuse est sur le point d'être mise à jour, qu'il va perdre son emploi, ce qui est légitime et logique, et il va effectivement rentrer dans cette prise d'otage et puis agir sous l'effet de la panique, sous l'effet d'une perte de recul critique qui va l'amener, selon l'expert, à agir de façon désordonnée, impulsive. Mais moi, ce que je comprends quand même, c'est qu'au-delà de la première infraction qu'il commet, qui est un pur choix, qui se prend du temps quand même, il faut comme aller chercher le VAP, etc. À chaque moment, il y a eu un choix. Et l'expert vous l'a dit, il y a une volonté. C'est lui qui choisit de se lancer dans une prise d'otage au moment où les otages sont dans le bureau et de monter en pression comme ça. C'est lui qui choisit de sortir un coup de papier. C'est lui qui choisit de menacer les victimes. Il faut y aller quand même pour menacer des victimes, une mère de famille, un collègue de travail avec un coup de papier à cet endroit. C'est lui, alors qu'il y a une négociation qui est faite par les services du RAID, qui lui ont laissé plusieurs chances, qui ont essayé de gagner du temps. C'est lui qui décide malgré tout d'aller jusqu'au bout. Et ce choix-là, il lui appartient et pour le coup, il doit l'assumer. À chaque instant, il y avait le choix, à mon avis. Et si jamais comme le disait l'expert, il n'a pas agi par contrainte, puisque même lorsque ses capacités de recul critique étaient obscurcies par son climat paroxystique de peur, je reprends l'expertise, il était encore capable de discernement et maître de ses actes, dit l'expertise. En fait, ceux qui étaient vraiment pris dans un engrenage, c'est les victimes aujourd'hui qui ne sont plus là pour certaines pour en parler, puisque l'engrenage, en fait, il commence pour elle ne maîtrise rien d'un bout à l'autre. C'est lui qui a la maîtrise de tout et c'est lui qui constitue l'engrenage. C'est-à-dire que l'engrenage, c'est pour Franck Vaux, 43 ans, qui avait pu espérer à chaque revirement de l'intéressé, à chaque moment où il y avait une interruption dans son intention homicide, et à sa famille qui maintenant, effectivement, continue à subir cette tristesse et cette peine et qui ne le reverra jamais. Et j'ai relevé, effectivement, la sœur qui disait qu'effectivement, il avait éclos dans la paternité. Franck Vaux, 43 ans, lui n'éclora jamais dans la paternité. L'engrenage, c'est pour Alexandra Poindimier, qui a vécu la terreur jusqu'au bout et a vu son collègue mourir sous ses yeux. L'engrenage est sur son mari et ses 3 enfants, qui jusqu'au bout, on craint qu'elle ne revienne pas et qui n'oublieront jamais, quant à eux, le 5 novembre 2020. Lui, il avait le choix à chaque cliquet de l'engrenage. Eux n'ont eu à aucun moment. On regarde la personnalité de l'intéressé qui n'a jamais été condamné, mais également qui est entièrement responsable de ses actes, qui a volontairement volé les secrets de son entreprise pour de l'argent, séquestré ses collègues en les menaçant et qui a donné la mort à l'un d'entre elles, à l'un de ses collègues. Je requiers une peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 15 ans. Merci, monsieur l'avocat général. La parole est à la défense. Maître Marty, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, j'ai écouté très attentivement la plaidoirie de mon confrère, mais aussi les réquisitions de Monsieur l'avocat général, je vous rassure. Tout a commencé de la même manière. On vous dit, ce qu'on veut, c'est une société plus sûre. Je vais requérir dans l'intérêt de la société, l'application de la loi. La société, c'est vous, c'est mesdames, c'est mon client, c'est aussi moi. Merci, monsieur l'avocat général, de requérir dans mon intérêt. Ça me fait chaud à mon petit cœur. Maintenant, plus sérieusement, dans cette affaire, une chose est choquante depuis l'origine. Il y a une personne dont on ne parle pas, c'est monsieur Nouville. Vous avez prêté serment, mesdames et messieurs les jurés, tout à l'heure. Aujourd'hui, vous êtes juge. Vous êtes juge et vous allez prendre une décision très importante qui va décider de l'avenir de monsieur, décider de l'avenir aussi des parties civiles. Moi, je vous demande une chose, une simple chose, c'est de m'écouter. Parce qu'aujourd'hui, je suis la voix de monsieur Nouville. Cette voix, cet homme qu'on veut rendre muet, sauf à dire « oui, je suis coupable ». C'est le seul moment où on l'écoute. Le seul. Alors, peut-être que parmi vous, mesdames et messieurs les jurés, peut-être qu'ici, des gens souffrent en silence. Est-ce qu'on vous écoute quand vous souffrez? Peut-être que de temps en temps, vous avez le courage de poser des mots sur vos souffrances, de prononcer ces mots, de les adresser à quelqu'un. Quelqu'un vous écoute-t-il à cet instant-là? Êtes-vous certain qu'on vous écoute, qu'on vous entend? Moi, aujourd'hui, avocat de la défense, j'accuse
J'accuse la surdité de tous. J'accuse l'indifférence de chacun d'entre nous à l'égard de M. Nouville. Était-il écouté, M. Nouville, lorsqu'il a enfin ouvert son cœur, son amour à l'égard de Ludivine, lorsque celle-ci, soir après soir après soir, allait rejoindre son amant, pendant que lui s'occupait de Lucas, pendant que lui s'occupait de l'enfant? Est-ce qu'elle écoutait cet homme-là lorsque, oui, il a été suivi par un psychiatre, et lorsqu'à cet instant-là, alors qu'il était au fond du trou, alors que sa seule raison de rester en vie, c'était son fils, est-ce qu'elle écoutait quelque chose, elle? Est-ce qu'elle prêtait attention à cet homme lorsqu'elle a profité de cet instant-là pour saisir le juge aux affaires familiales, pour initier cette procédure de divorce, pour lui faire perdre la garde de l'enfant, parce que le juge aux affaires familiales a été inquiété de voir cet homme dépressif à cet instant-là? Et vous avez un homme fidèle, amoureux, un bon père, qui perd sa femme, son fils, et qui en plus, tous les mois, doit payer une pension alimentaire pour ce fils dont lui s'occupait. Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure, est-ce que M. Nouville, en dehors de ce cadre familial qu'on a compris, dans le cadre professionnel, est-ce qu'on lui prêtait plus d'attention? Vous avez écouté tout à l'heure, j'ai posé la question à madame, je lui ai demandé, vous avez perdu un seul collègue? Oui. Mais n'aviez-vous pas 2 collègues? Tout ce qu'elle vous dit, c'est heureusement que je ne l'ai plus. C'est tout. Le seul mot qui sort, c'est le mot de meurtrier. Je passe 7 années, 7 ans avec cet homme dans ma société, je ne le connais pas. Je ne le connais pas parce que je ne m'y intéresse pas. Vous avez entendu aussi tout à l'heure la sœur de M. Nouville. La sœur de M. Nouville qui, aujourd'hui, vous dit il faut lui tendre la main, il faut l'aider. Je lui ai posé la question, mais c'est quand même étonnant ce que vous nous dites là, puisque vous n'avez pas demandé de permis de visite. Vous n'êtes pas allé le voir au camp Est. Elle nous dit oui, mais maintenant, je vais le faire. Vous avez cette lueur d'espoir. Vous avez ça, et c'est peut-être ça qui a manqué toute la vie à M. Nouville, c'est ce petit geste, qu'on lui tende une main. C'est tout. C'est pas moi qui le dis, c'est la sœur de M. Nouville. Moi, je pense qu'elle, elle a visé juste. Moi, je crois que lorsque j'ai un expert psychiatre qui me dit qu'il se portait très bien le jour où il a fait la prise d'otage, ça, j'y crois pas. Et je vais vous dire pourquoi j'y crois pas. Parce que les premiers mots de l'expert psychiatre tout à l'heure, c'est pour faire court, je ne vais pas reprendre la biographie de monsieur. Je suis donc un expert, adepte de la justice expéditive. Pourtant, je suis missionné pour expertiser une personne et pour prendre le temps de l'expertiser. Mais non, on va faire court. Tout comme monsieur l'avocat général a lui aussi fait très court. C'est quelqu'un de naïf, c'est quelqu'un motivé par l'argent? Non. C'est quelqu'un motivé pour satisfaire et pour faire des actes de bienveillance à l'égard de la seule chose qui compte pour lui, son fils, et la seule chose qui compte pour lui qu'on lui a retirée, alors qu'il était dépressif. Voilà où en est M. Nouville. Alors, je vais conclure sur finalement les premiers mots de M. l'avocat général, les premiers mots de mon confrère, conseil de la partie civile. Ce qu'on veut, c'est une société plus sûre. C'est quoi une société plus sûre? C'est 30 ans sans M. Nouville. Une société plus sûre, c'est une société sans Victor. Mais moi, ce que je vous dis, et ce qui est certain, c'est que des Victor, il y en a d'autres. Ils sont là, ils sont là-bas. Si vous écoutez aujourd'hui les réquisitions de M. l'avocat général, tout ce que vous faites, c'est encore une fois tourner le dos aux autres Victor. Tourner le dos définitivement à Victor, évidemment, mais tourner le dos à tous les autres qui sont là, dans cette salle et en dehors de cette salle. Vous savez, il y a un adage qui dit « Dieu se rit des hommes qui regrettent les conséquences dont ils chérissent les causes ». Voilà aujourd'hui ce qu'on vous demande de faire. On vous demande une dernière fois et une ultime fois, avec Victor, de tourner le dos à tous ces gens qui souffrent et de ne pas leur tendre la main. Ça, c'est juger, mais ce n'est pas rendre justice.
Rendre justice aujourd'hui, c'est pour une fois se tourner vers Victor et les autres et de se poser la question, pour une fois, ça fait quoi? Ça fait quoi d'être à la place de l'autre? Ça fait quoi? Donc rendre justice aujourd'hui, c'est aller en deçà des réquisitions de monsieur l'avocat général. Aller en deçà pour que les autres personnes qui sont en souffrance et qui, comme lui, ne font de mal à personne et souffrent en silence, c'est enfin leur tendre la main et leur dire, Victor, les autres, certes, nous te condamnons, mais nous t'avons entendu. Et désormais, à partir d'aujourd'hui, nous vous entendrons et nous vous tendrons la main. Merci, Maître Marty, pour votre plaidoirie. Alors, dans une vraie cour d'assises, il n'y a pas d'applaudissements, évidemment. Ça fait du bien, quand même. Alors, on va reprendre le cours normal de la procédure. Notre accusé a la parole l'an dernier, donc M. Nouville, si vous souhaitez ajouter quelque chose pour votre défense, on vous écoute. Ben, avant toute chose, je tenais à demander pardon, sincèrement pardon à la victime, à Franck Vaux. Je sais que ça ne va pas le ramener, j'en suis conscient. Pardon à Alexandra. Pardon à la société qui a subi un préjudice énorme. Et aussi, j'aimerais dire pardon à mon fils, parce que je ne sais pas aujourd'hui quel sera son avenir. Donc, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé et je suis prêt à assumer le verdict aujourd'hui. Merci, M. Nouville, pour vous asseoir. Oui, je reprends le formalisme de la procédure. La procédure d'assises est assez formaliste. On a un formalisme là-dessus. Donc, je déclare le débat terminé. J'ordonne que le dossier de la procédure, à l'exception de la décision de renvoi, soit déposé entre les mains de Mme le greffier. Je rappelle donc que les questions seront posées dans le terme de la décision de renvoi. Je dois à présent, donc avant qu'on se retire pour délibérer, donner lecture à la Cour au jury de l'instruction suivante. Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi demande par contre à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Donc, mesdames, messieurs les jurés, nous allons nous retirer dans la chambre des délibérations, dont nous ne pourrons sortir qu'après avoir pris notre décision avec le jury supplémentaire. J'invite donc le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre dont personne ne pourra sortir ou pénétrer sans mon autorisation. Donc garde, faites retirer l'accusé. L'audience est suspendue. On va donc se retirer pour délibérer. Donc, M. Nouville, levez-vous s'il vous plaît pour entendre le délibéré de la Cour. Alors voici les réponses donc données par la Cour du jury aux questions qui nous étaient posées. Sur la question relative au délit qui faisait reprocher en matière informatique, la réponse de la Cour du jury est oui à la majorité requise. Sur le crime qui faisait reprocher donc de prise d'otage terminé par la mort de M. Vaux, la question de la Cour du jury est également oui à la majorité qualifiée. Donc en réponse effectivement à ces deux questions positives, la Cour à la majorité requise a prononcé à votre encontre une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Vous avez, à compter de ce jour, 10 jours pour faire appel de cette décision, si vous n'êtes pas d'accord. Et à ce moment-là, une deuxième cour d'assises se penchera sur votre dossier. Voilà. Donc l'audience criminelle est levée. Il y a en général une audience civile après, mais bon, je pense que ce soir, on vous fait grâce de l'audience civile. Voilà. Merci à tous.